Bienvenue sur le service public libre, vous êtes sur le champ, l'émission qui participe à la reprise du pouvoir. Et aujourd'hui on fait une émission un peu spéciale en dehors de notre cadre habituel puisqu'on est à Marseille en pleine garrigue si j'ose dire, au pied de Notre-Dame de la Garde et je suis avec Louis Fouché. Bonjour Salut Elias, Louis. merci beaucoup de me recevoir, merci beaucoup au service public libre d'être venu jusque-là, d'être sorti de votre zone de confort parisienne pour Ah, oser venir jusqu'à Marseille. ça va, on est quand même bien confortable hein. Ici aussi, hein, on va pas se plaindre, hein. C'est la belle vie à Marseille. On a du soleil et le printemps arrive avec un petit temps de liberté et de joie. On Merci espère, en tout on cas. espère. Ouais. Pensez printemps, pensez semis. Euh, du coup, ouais, ça fait très plaisir de te voir. Nous, on réfléchissait depuis un moment au service public libre, justement pour faire cette interview avec toi, pour de multiples raisons qu'on va évoquer au fur et à mesure de l'interview. Mais déjà, alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter déjà Ouais, moi je qui tu suis es, docteur Louis Fouché, Mhm. voilà, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille en réanimation chez les malades d'hématologie, les gens qui ont des lymphomes, des leucémies, puis les gens qui sont grands brûlés, et puis moyens brûlés. Et puis je me suis occupé des malades Covid aussi, puis de tout plein d'autres types de malades. Mais finalement la réanimation c'est un peu le bout du chemin de la médecine allopathique. C'est quand vraiment ça va déraper et que les gens vont très très mal. On essaye de passer un cap pour leur permettre de revenir dans la vie. En utilisant tout plein de machines pour remplacer la respiration, pour remplacer les reins, pour remplacer le cœur et essayer de les maintenir en vie. Ça c'est une partie, et je précise d'emblée en tant que médecin, je n'ai pas de conflit d'intérêt en fait avec l'industrie pharmaceutique et vaccinale. Je peux parler du Covid avec pas mal de liberté de parole. Et je ne parle pas du tout pour mon institution, c'est important pour moi pour regarder mon travail, c'est de bien clarifier les casquettes. Je parle en tant que citoyen et en tant que porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, que les auditeurs peuvent retrouver sur www.réinfocovid.fr et puis les réseaux sociaux qui sont derrière. Qui s'est donné 4 raisons d'être, c'est ce qui structure le nous, ce qui nous structure ensemble, c'est d'essayer d'aider à mettre en relation et de mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour une politique sanitaire plus juste et plus proportionnée. On essaye de proposer une autre politique sanitaire, et on n'est plus seulement en train d'essayer d'infléchir ou d'empêcher, on est en train d'essayer de proposer autre chose, que ce soit constructif en fait, que ça amène des choses au débat. Et pour ça, on essaye d'aider les gens à sortir de la peur pour aller vers la prudence et de sortir de la colère pour certains autres, parce qu'il y a des gens qui sont en colère aussi, pour aller vers le courage. Excellent. Donc juste dernière raison d'être, on essaye d'aider à l'ouverture du dialogue et du débat démocratique et scientifique, parce qu'on pense qu'il est complètement verrouillé. Actuellement, il n'y a plus voix au chapitre pour les citoyens dans la politique sanitaire. Et les scientifiques sont complètement prolétarisés, je pourrais expliquer ça plus avant, après, mais en gros ils ont perdu les savoirs, ils ont perdu les savoir-faire, ils ont perdu les savoir-être, ils ont perdu les savoirs théorisés. La boussole qui devrait nous aider, qui est la publication scientifique et la recherche, est elle-même soumise à tellement de conflits d'intérêts que on ne sait plus où est la vérité. Il y a plein de gens qui disent moi je ne sais pas en fait si l'hydroxychloroquine ça marche. Nous on veut réouvrir ce débat-là, et pour ça on essaie d'être dans une posture non violente, c'est-à-dire de ne pas aller jeter l'anathème ou sur toi qui portes le masque, toi qui penses que ci ou ça, mais essayer au contraire d'accueillir tout le monde et d'essayer de les mettre en discussion. Donc on a une posture prudente sur beaucoup de choses, donc les gens parfois ne comprennent pas et ils peuvent dire qu'on est rassuriste ou des choses comme ça, nous mettre dans des mots étiquettes. On n'est pas pour ou contre le masque, on n'est pas pour ou contre le confinement, on est pour essayer de voir en fonction du contexte, dans quelle indication, comment, de peser la balance des bénéfices et des risques. C'est de remettre un peu de raison. Ouais, et à la fin de prendre une décision quand même. Ça veut dire la prudence, ça n'exclut pas la décision, c'est juste l'intelligence du courage, quoi. Très bien. Écoute, tu vas nous en dire un petit peu plus par la suite sur ce collectif Réinfo Covid et sur d'autres choses aussi. Et toi, de ton point de vue un peu plus personnel, tu as déjà été militant auparavant, un petit peu comme tu l'es aujourd'hui, parce qu'on peut te qualifier de militant quand même. Je sais pas, c'est une étiquette quoi. Ouais. Je cherche à infléchir, à participer à infléchir la politique sanitaire, effectivement, à réouvrir des choses qui étaient bloquées. En ce sens-là, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, j'essaye de participer au débat. C'est une sorte de militantisme. Après, ça ne veut pas dire je suis dans la rue et je jette des briques contre le pouvoir. On pourra en reparler, mais moi, ce n'est pas mon regard sur la façon d'infléchir le pouvoir. D'essayer de porter un autre discours et d'essayer d'emmener les gens dans un avenir désirable ensemble, de proposer quelque chose qui est désirable. Parce que l'avenir qu'on nous propose, d'être en gros les cobayes de l'industrie pharmaceutique, d'avoir un vaccin dans les fesses tous les 3 mois et de bouffer un cacheton pour avoir le droit d'exister, ça ne me semble pas un avenir désirable en fait.
Mais ça date pas du Covid, si tu Mmh. veux. C'est quelque Ouais. chose qui était déjà là avant. Donc si tu me demandes d'où je viens, Ouais. je suis surtout médecin. Effectivement, ça prend pas mal de temps dans une vie déjà de faire les études. C'est clair. Et puis ensuite, je me suis intéressé à la douleur, en fait, et à la souffrance. Et j'ai été en charge pendant 2 ans et demi de coordonner la prise en charge de la douleur dans l'hôpital où je travaille. Et puis ensuite, je me suis intéressé aux dynamiques qualité, d'amélioration de la qualité. Tous les process qualité de la haute autorité de santé, et donc à l'intérieur de mon hôpital. Et donc je me suis intéressé de près à toute cette espèce de structure techno-administrative qui cherche toujours à optimiser les process, tu sais, à plan, do, check, act, ça s'appelle, c'est la roue de la qualité de Deming. C'est ce que les gens peut-être connaissent pas, mais dans les entreprises, il y a la norme ISO 9002, ISO machin. C'est toujours essayer de s'améliorer dans une vision entrepreneuriale à l'américaine où on serait un process à optimiser. Mais le bout du chemin de ce truc-là, c'est un anti-humanisme radical. C'est-à-dire que si on veut qu'il n'y ait plus aucune erreur, à la fin, c'est la machine. Ouais. Parce que l'humain, il fera des erreurs. Et c'est même pour ça qu'il C'est est la là pour ça. Il est là pour mettre le bazar, en fait. Ouais. Et pour critiquer ce qui est en place. Et donc, petit à petit, Ça c'est une fait sorte un moment que vous le voyez au sein de l'hôpital. Et c'est vrai que nous, alors, c'est un exemple mais qui date pas des Gilets jaunes, mais c'est vrai que même au début des Gilets jaunes, nous, on a été dans le 91 soutenir souvent des personnels hospitaliers, que ce soit les urgences ou de manière générale, des fois tous des hôpitaux qui étaient en grève. Il y avait 80% de grève, mais bon, la grève à l'hôpital, t'es en grève, mais tu continues de travailler. C'est marqué en grève sur ta blouse. Et on voyait cette détresse terrible des personnels soignants qui perdaient le sens de qu'est-ce que c'est que le soin, etc. etc. Et ça, c'est une vraie souffrance. Effectivement, au quotidien, une infirmière, elle passe plus de temps à remplir la traçabilité informatique de ce qu'elle fait sur un ordinateur qu'à pouvoir discuter avec les patients. Et donc à la fin, elle se demande mais qu'est-ce que je fais là en fait, à quoi ça sert? Et c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les aides-soignants, c'est pareil pour les gens qui font le ménage. Et à la fin, on les met dans un monde numérique, mais c'est pas vrai que pour les soignants en fait. Dans tous les secteurs de notre activité, c'est le bout de l'industrialisation du monde en fait. Et si tu me demandes encore une fois d'où je viens en termes de militantisme, moi je viens en partie de l'écologie, c'est-à-dire de préoccupations environnementales. Après la naissance de mes 3 enfants, je me suis dit mais on va dans le mur au niveau environnemental en fait. On est en train de brûler toutes les ressources, on est en train de tout casser. Pourquoi? Pour avoir toujours plus de confort, un iPhone, un iPad, un week-end à Prague. Mais c'est pas ça qui rend heureux en fait. Et donc effectivement, je me suis occupé pas mal de problématiques environnementales. J'étais militant de ce côté-là. Et je me suis posé la question au niveau du soin et au niveau de la médecine, du lien avec l'environnement. Et finalement, les outils qu'il y a dans la permaculture, par exemple, m'ont été utiles aussi dans le soin. D'essayer de remettre les problèmes qu'on a dans un environnement et un contexte plus large. Et d'essayer de voir que ce sont des systèmes vivants, en fait. Et ils ne sont pas faits que de conflits, que de guerres. Au contraire, il y a plein de coopération, il y a plein de tensions, de rapports de force. Et donc j'ai fait un Master 2 d'éthique de la santé, et dans lequel je me suis particulièrement intéressé à l'anthropologie de la technique, c'est-à-dire la place de la technique au sein du système de santé et plus largement dans l'activité de l'humain. Et petit à petit, l'objet de mon mémoire de Master 2, qui est disponible sur le net, c'est cette idée que les systèmes techniques ont petit à petit court-circuité systématiquement les assemblées démocratiques de la famille, de la société, du groupe politique, que finalement, c'est plus le groupe qui décide de son destin, c'est ceux qui possèdent la technique, les ingénieurs et les marchands. Aujourd'hui, c'est pas toi qui décides si tu as un iPhone dans la poche ou si ton enfant de 10 ans a un iPhone dans la poche. C'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, c'est Samsung. Et je me suis rendu compte progressivement que le pouvoir avait changé de main, qu'il n'était plus dans les mains des agents. Les agents, ils étaient prolétarisés, je l'ai dit tout à l'heure. Les agents de santé, ils sont comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, ils sont là pour essayer de serrer les boulons à la bonne vitesse, tu vois. Mais ils sont pris dans la cadence de la chaîne de montage du soin. Et à ce titre, je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, mais j'étais à une conférence de sociologie il y a une dizaine d'années de ça. Il y a un éminent professeur d'économie de la santé qui dit « Nous sommes là, nous, sous-entendu la HAS et les économistes de la santé, nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un modèle industrialisé, évalué et rationalisé de production et de consommation de biens et services de soins. » Et là, ça a fait tilt dans ma tête en fait. Ça y est, on avait fait de la santé, comme on a fait de l'éducation, comme on a fait de la production de textiles ou autre, un système industrialisé, rationalisé, évalué. Comme on le fait dans la plupart
des services publics ou de ce qui reste de ce service public qui part à peau de chagrin. Moi, je l'ai vu à une certaine échelle à la Poste, parce que j'ai été postier il y a quelques mois. Et ouais, non, on est chronométré. Ah oui, non, mais là, comment on appelle ça, cette tournée, normalement, tu l'as fait en 2 heures. Et puis, tu as des graphiques voilà, qui nous montrent, bah non, il y a le courrier baisse de plus en plus. Donc là, maintenant, vous pouvez faire de plus grandes surfaces. Voilà, il faut speeder. Et puis bah, maintenant, tu te mets à faire même limite commerciale pour Colgate ou Haribo en même temps que tu fais ta tournée de facteurs. Des trucs hallucinants, hein, mais oui, oui. On est, de toute façon, Il y a eu la même chose pour les Ouais. soignants. En fait, Ouais. ça a été bien mis en évidence par une entreprise qui s'appelle Buurtzorg en Hollande. Finalement, c'est quelqu'un qui s'appelle Jos de Blok. Ça, c'est en 2011, si je ne me trompe pas. Il s'est retrouvé là-dedans, il était infirmier à domicile et il s'est rendu compte que son rôle, en gros, c'était de faire ce que lui demandait le central, qui avait optimisé son temps de parcours entre les patients. Donc chaque jour, il changeait de patient, c'était jamais les mêmes. Et puis les actes étaient minutés. Un bas de contention, c'est 3 minutes 42, une injection de Lovenox, c'est 8 minutes 12, etc. Et à la fin de la journée, ça devait rentrer dans le cadre. Et tout le monde était malheureux. Lui, les patients, et il faisait de la merde. Et en ne faisant que ce qui était prescrit par les médecins. Et donc il s'est tiré et il a fondé Buurtzorg. Buurtzorg, c'est une entreprise de soins à domicile qui sont que des groupes de 12, des infirmiers, dans lequel la gouvernance, c'est que chaque groupe dit ce dont il a besoin en fait. Quelqu'un qui gère le planning, quelqu'un qui gère le matos, quelqu'un qui gère les rendez-vous, etc. Mais par contre, ils ont changé leur raison d'être, c'est-à-dire pourquoi ils étaient là. Ils n'étaient pas là pour effectuer les actes des médecins. Ils étaient là pour essayer de maintenir le plus longtemps possible et le mieux possible et le plus autonome à domicile les patients. Et rien que de faire ça, ça a changé. Parce qu'ils ont commencé par discuter pendant 1 heure, 1 heure et demie avec les patients, en prenant le café, en disant mais c'est quoi ta vie, c'est quoi les gens qui t'aident, c'est quoi ton réseau social autour qui peut nous aider dans cette histoire. Puis ils sont allés toquer à la porte du voisin en disant est-ce qu'au fait vous êtes un petit couple de jeunes, vous pouvez faire les courses pour la mamie qui est là et tiens au fait il y a l'anniversaire du grand-père là, on va inviter ses copains, je peux l'emmener chez le coiffeur mais j'appelle la famille pour savoir si on peut lui acheter un beau costume pour qu'il soit fier de lui. Et ils se sont rendus compte que petit à petit ils économisaient 40% des actes prescrits par les médecins. Il n'y avait plus besoin de les faire. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'ils diminuaient d'1 tiers les réhospitalisations en urgence de ces patients. C'est-à-dire que même dans leur façon de faire, avec leur façon de faire, même dans la façon de compter habituelle, c'était rentable. Ouais. Ça veut dire que notre système, il est arrivé au bout, il cherche à être toujours plus rentable, mais en fait, il est dans la contre-productivité. Ça a été décrit par un penseur qui s'appelle Ivan Illich, qui est un penseur de l'écologie, qui a parlé de la contre-productivité des systèmes techniques. Et il dit par exemple, on va peut-être pas aller trop loin pour ne pas prendre trop de temps, mais, il explique que l'homo transportandi, l'homme du transport, soi-disant libre grâce à sa voiture et sa bagnole, en fait il passe sa vie à aller bosser, pour toucher du pognon, pour mettre du coco dans sa bagnole, pour aller bosser, pour à la fin avoir 5 semaines de congé par an. Mais s'il était parti tout de suite à pied pour aller voir le monde, il en aurait vu beaucoup plus et il aurait été beaucoup plus longtemps en vacances. Et donc il dit c'est un système contre-productif. En plus il te donne soi-disant la liberté, mais petit à petit il t'aliène, il faut que tu passes le permis. Tu as des feux partout, la ville entière est organisée que autour de la voiture et de la route. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a que du bitume, il y a du mobilier urbain fourgué par Jean-Claude Decaux, etc. Sur des espèces de malversations mafieuses avec les mairies. On est arrivé au bout d'un système contre-productif. Tu n'es plus du tout libre quand tu prends ta bagnole aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'on est passé, encore une fois je vais faire une petite référence à M. Lipinski, lui, il dit les mathématiques ont pris le pouvoir dans le monde. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on veut tout rationaliser, mais c'est-à-dire en fait, on veut réussir à faire en sorte que le monde entre dans une grande équation à plein d'inconnus où finalement on arriverait à solutionner toutes les inconnues et créer le monde parfait dans lequel tout tournerait parfaitement bien. Exactement, ouais. Ça je peux rebondir là-dessus, c'est ce qu'on appelle la gouvernementalité par les nombres. Il y a des conférences là-dessus qui sont très intéressantes par des universitaires, mais ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Hobbes, au XVIIIe siècle déjà, il écrit un livre qui s'appelle Le Léviathan, et il décrit une ville comme un mécanisme d'horlogerie. Quelque chose qui serait parfait, qui roulerait parfaitement, où toutes les mesures des rues seraient parfaites pour que les gens se croisent sans se rentrer dedans, pour que tout soit huilé. Et c'est ce rêve algorithmique, en fait, où tout serait un algorithme. La médecine est en train de se transformer en ça. Aujourd'hui, un bon interne, c'est pas un interne intelligent, humain, patient, drôle et courageux. Un bon interne, c'est quelqu'un qui est docile au protocole. Et
tout le monde est bon aujourd'hui dans ce qu'il fait s'il est docile au protocole. À tel point que justement, on est en train progressivement de remplacer les médecins et les infirmiers par des algorithmes et des applications. Et maintenant, je veux dire, l'avenir de la médecine, c'est chacun avoir son application de santé à même de pouvoir. Je sais pas, on a vu avec avec le Covid la généralisation des, ne serait-ce que des, comment on appelle ça, des rendez-vous médicaux, de la télémédecine, quoi. Je veux dire, pour moi, j'avais le sentiment qu'un médecin, la première chose qu'il doit faire, c'est te toucher, tu vois, pour voir si t'as mal ici, ok, attends, je respire, tac. Et maintenant, on fait de la médecine en visio. Je ne comprends pas le truc. D'autant plus que les gens qui ont le plus besoin de médecine, en fait, c'est ceux qui probablement ont le moins accès au numérique ou le maîtrisent le moins bien pour les personnes très âgées, et que ceux-là, ils sont simplement abandonnés, en fait. Donc effectivement, il y a une espèce de rêve fou de transformer la médecine en un système algorithmique de passage au stand où on irait remplacer ce qu'il faut comme il faut, le tout assisté par des machines. Tout ça est promu très fort par les pouvoirs. J'entends les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques. Aujourd'hui, tu as une feuille de route du numérique en santé. Chaque année, tu as une réunion à Chamonix entre Petit Four et Champagne avec des investisseurs de tous bords et les géants du health tech et de la data et du big tech qui disent Inventing the future of the healthcare system. C'est écrit comme ça se passe en France, à Chamonix, c'est pour le système de santé français et le sous-titre c'est Inventing the future of the healthcare system. Il y a comme un problème, quoi. D'autant que c'est une illusion, c'est-à-dire que si un des rôles de la médecine c'est d'aider à diminuer la souffrance, c'est pas parce que tu auras des machines partout, c'est pas parce que tu vivras jusqu'à 170 ans, c'est pas parce que tu auras appris en mettant un jack dans ton cou l'anglais en une nuit que tu souffriras moins, c'est pas vrai. Tu continueras de souffrir. Apprendre à vivre avec la souffrance, et l'accepter. Ouais. Alors ça veut pas dire qu'il faut rien faire, moi je suis pas univoque parce que sinon on me dit ouais mais on revient à l'âge des cavernes, etc. Bien sûr, non, la technique, Jacques Ellul il le dit, c'est un penseur de la technique qui est très important, qui a écrit La technique ou l'enjeu du siècle, qui a écrit aussi un truc qui s'appelle Le bluff technologique. C'est hyper important de le lire ou en tout cas de lire des résumés, Jacques Ellul. Et il dit la technique, on dit souvent qu'elle est neutre, ça dépendrait que des usages qu'on en fait. Et lui il dit c'est pas vrai. Il dit il y a une intention derrière la technique. Quand quelqu'un invente une Kalachnikov, ok, tu peux faire des semis avec, tu peux faire des trous, mais c'est pas fait pour. C'est fait pour tuer les gens d'abord. Et ça va mieux marcher que pour tuer des gens. Donc aujourd'hui, la technique, il y a une intention derrière ceux qui la créent. Les gens qui ont créé le téléphone portable numérique, c'est pas pour que tu sois libre. Non, c'est pas vrai. Il y a une intention derrière. Et d'ailleurs, la première chose que te demande ton iPhone, c'est ton code de carte bleue. Et la deuxième chose, c'est de te sucer tes datas, quoi. T'aspirer ton karma. Et au-delà de cette intention, la technique dans ses usages a les deux, du bien et du mal. Et il est important de faire justement le compte, d'aller jusqu'au bout. Dans ton téléphone portable, ok, ça te permet d'avoir un Uber rapidement, ça te permet de commander à manger dans un système où tu ne te fais plus à manger. Ça te permet de retrouver tes friends sur Facebook parce que tu n'as plus d'amis dans la vraie vie. Mais d'accord, ça te donne un certain nombre de pouvoirs. Mais le prix à payer, c'est quoi? Le prix à payer, c'est des enfants dans des villes-usines en Chine. C'est des gens qui sont enterrés vivants dans des mines de tantale au Congo, des guerres qui sont fomentées pour le lithium en Amérique du Sud. C'est des transports internationaux par biais de camions, d'avions, de bateaux. C'est un coût environnemental absolument considérable. C'est des fermes de serveurs et de data qui crachent du carbone toute la journée et qui nous précipitent dans le mur en fait. Ouais. C'est toujours la même question du bénéfice. Ouais, exactement. Du risque. Et du risque, voilà, effectivement. C'est comme les masques ou le confinement. L'idée n'est pas de dire ça ne sert à rien, et c'est d'évaluer dans cette indication-là, à cet endroit-là, à ce moment-là d'une épidémie, qu'est-ce que ça nous apporte, mais qu'est-ce que ça nous coûte, quel est le risque. Si tu prends, il y a beaucoup de gens qui prennent les exemples chinois ou d'Asie du Sud-Est pour dire waouh, les confinements c'était génial, regardez, ils ont lockdown tout le monde et ils ont eu très peu de morts. C'est vrai. Sauf que ils l'ont fait tout au début. Avant même qu'il y ait un spread épidémique, quand il y a une progression épidémique, si tu le fais après, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, confiner le week-end, ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi au niveau scientifique. Enfin, ça n'a aucun fondement rationnel, quoi. Et en plus, le prix à payer derrière. C'est la courbe d'augmentation des cas pour que ça puisse être gérable par l'hôpital public. Ah, très bien. Justement, on en arrive souvent à ce prétexte-là de dire il ne faut pas surcharger l'hôpital public et les réanimations. C'est vrai, la première, la deuxième, la troisième épidémie induisent une tension sur les systèmes hospitaliers.
C'est un système qu'on a déshabillé. Il y a eu moins 68 000 lits en 15 ans dans les lits d'hospitalisation. Il y a eu en réanimation, c'est complètement sous-doté par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays. Et surtout, ça c'est le problème des médecins et du système de santé. On doit pas faire peser à la société civile des choix politiques qui ont été faits. Aujourd'hui, si on veut le faire correctement, on peut le faire correctement. Ouais. Et puis c'est oublier surtout un échelon. Enfin, je veux dire, il n'y a pas la pleine santé ou l'hôpital. Ouais. Il y a un entre-deux qui s'appelle la médecine de ville. Exactement, ouais. Je suis content que tu le dises parce que finalement c'est ce que j'allais rajouter, c'est que on te met confinement versus surcharge hospitalière. Mais attendez, ça c'est ce qu'on appelle un choix illusoire en hypnose. Tu préfères que je te perfuse sur la main gauche ou la main droite? Non, peut-être tu veux pas te faire fuser quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que là, quand je te dis ça, à droite, ok, à l'entrée au bloc opératoire. Là, c'est un choix illusoire. Préférez le confinement ou préférez un couvre-feu à 18h? Un couvre-feu quand même, voilà. C'est un choix illusoire, il y a plein d'autres choses à faire. Et notamment l'utilisation de la médecine de ville, l'utilisation de la prévention, c'est-à-dire mettre les gens en santé plutôt que de vouloir soigner tout le temps la maladie, faire un service public de la santé. Aujourd'hui, notre population, elle est en mauvaise santé. La quantité de gens qui sont obèses, en surpoids, diabétiques, hypertendus, pour ces 3 facteurs de risque-là, immunodéprimés, elle est importante. Ceux-là, il faut en prendre soin de manière focale, veiller sur eux, les aider à veiller sur eux-mêmes. Et tous les autres, il faut les laisser tranquilles, quoi. Et pour ce qui est de la prévention, l'Académie de médecine l'a dit, la vitamine D, c'est intéressant dans les infections, la vitamine C, le zinc, rire tous les jours, avoir du lien social, embrasser les gens qu'on aime, respirer de l'air frais, exactement, faire de l'activité physique, ouais, ça c'est tout le syndicat des médecins du sport qui l'a dit aussi. C'est juste du bon sens en vrai. Manger correctement. Aujourd'hui, tu peux même plus faire les courses en fait. Le plus simple, c'est en gros que tu appelles un livreur qui va te fourguer un truc qui vient de chez Métro, bourré de sel, de saloperies, d'excipients dont tu n'as même pas idée, qui vont te rendre malade. Non, c'est le début de la souveraineté, c'est de prendre soin de soi, quoi. C'est une crise sanitaire, elle nous invite à nous resanitariser. Indépendamment, on n'a pas besoin d'un papa ou d'une maman au ministère qui décide de comment on est en bonne santé. En fait, c'est chacun qui doit décider en souveraineté pour lui-même. C'est très bien, c'est une belle transition qui va nous amener du coup sur la deuxième partie de l'émission, même si là déjà on a déjà parlé de pas mal de choses, qui est, donc on est sur le champ, l'émission qui travaille en fait à réfléchir à des stratégies de prise du pouvoir de manière large. Alors on l'a dit, à la prise du pouvoir politique. Voilà, on avait écrit certaines stratégies précédemment dans nos émissions. Il y a l'élection, il y a éventuellement la prise d'assaut des médias comme Sylvain Baron le préconise. Et puis il y a la prise du pouvoir personnel, individuel aussi, sur soi-même déjà, de reprendre en main et cesser aussi de déléguer et de trouver toujours un bouc émissaire et de dire je suis aussi moi-même responsable de ce qui m'arrive, quoi. Tout n'est pas la faute du gouvernement, etc. Mais c'est aussi de ma responsabilité parce que qu'est-ce que je fais moi pour aller mieux, comment moi j'agis et j'ai des leviers d'action aussi, tu vois. Donc il y a toute cette palette de choses qu'il faut voir. Et du coup, donc toi, comment quelle est toi ta stratégie de prise de pouvoir, qu'elle soit individuelle, collective, politique? Une question qui me fait franchir une ligne rouge là, je sais pas si tu en as conscience. Il n'est pas question de reprendre le pouvoir pour moi, en fait. La question elle se situe un peu en amont. C'est mais pourquoi les pouvoirs? Déjà c'est pas le pouvoir, c'est les pouvoirs, tu l'as dit. C'est les pouvoirs et les contre-pouvoirs. C'est admettre que la nature, et nous en faisons partie, est faite d'interactions qui sont du domaine de l'amour, du partage, de la coopération, de la tension, du rapport de force, du conflit ouvert, de l'éradication de l'autre, éventuellement. Mais en fait, toute cette gamme-là existe et toute la palette de nuances existe là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on veut les pouvoirs? Pour faire un nous qui soit suffisamment structuré et structurant pour permettre au jeu d'être libre et d'être en sécurité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et que les pouvoirs, ils servent à agencer le nous, à essayer de... Nous, j'entends tous ces petits humains qui se mettent ensemble. Et au-delà du nous, c'est pas que les petits humains, c'est les petits humains et les arbres, les pierres, la nature, les animaux. Et mon idée, c'est que plutôt que de vouloir reprendre le pouvoir, c'est plutôt déjà commencer par soi-même, effectivement, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, je peux pas vouloir la paix là devant si je suis pas en paix à l'intérieur. Si j'ai envie d'aller dégommer Macron, ça finira forcément mal. Parce que
déjà je ne suis pas au niveau, je ne peux pas tenir le coup. C'est-à-dire qu'en termes de rapport de force, je suis incapable de tenir. Et ça veut dire, moi tout seul, déjà, je ne suis rien dans la conquête des pouvoirs. Mais je vais commencer déjà par moi-même. Est-ce que je peux me mettre à la rencontre de moi-même, me remettre en bonne santé, me remettre en bonne santé morale, en bonne santé mentale, dans un certain équilibre? Et moi, je propose cette voie-là, qui est la voie de la non-violence. Parce que je pense que quand tu as une tension sur un nous qui se détricote, une société qui ne se tient plus, c'est le moment du totalitarisme. C'est à ce moment-là qu'arrive le déferlement totalitaire, parce que justement, c'est devenu ingouvernable, plus rien ne tient ensemble, tout a été divisé en permanence. Et l'idée, c'est que le totalitarisme arrive pour essayer de s'agripper, de s'accrocher aux branches, va se crisper sur tout ce qu'il peut, parce que c'est en train de lui échapper. Donc l'idée, c'est qu'un déferlement totalitaire n'a qu'un temps, et qui finit toujours par s'effondrer sur lui-même parce qu'il n'est pas tenable. Et donc il n'y a même pas besoin de le faire tomber. Il y a juste à attendre. Mais pas attendre en ne faisant rien, attendre en étant constructif. C'est-à-dire en étant en train de recréer les germes et de restructurer les liens de ce qui vient après et en même temps. Donc ma stratégie, c'est de dire, tu commences par toi, tu t'alignes, tu fais de la communication non violente, tu fais de la permaculture, fais ce que tu veux qui t'aide à résoudre tes problèmes psychologiques, affectifs, ce que tu veux. Voilà, déjà ça. Puis une fois que tu es prêt, tu te mets à la rencontre de l'autre. Et en même temps, parce que l'autre est thérapeutique. C'est-à-dire que de rencontrer l'autre va être thérapeutique. Et tu formes un nous, un groupe. Tu souffles sur les braises de gens qui pensent qu'il y a un problème. Avant d'aller vouloir convaincre d'autres. Avant d'aller dire aux gens qui sont en bas avec le masque en train de faire comme ça on va tous mourir. Non, déjà soufflons sur les braises des gens qui pensent qu'il y a un problème et que ça ne va pas. Et mettons-les en lien, parce que ça ne va pas de soi. Parce qu'on va se rendre compte que ça frotte à plein d'endroits. Et qu'on va être dans un laboratoire d'expérimentation du nous. Et une fois que ce groupe il a monté en puissance, ça y est, il a énormément de puissance pour réinvestir les pouvoirs. Et donc, on était sur les pouvoirs. On était sur les pouvoirs, on s'est téléporté d'ailleurs. Ouais. Vas-y, on a changé un peu la lumière. Tu me demandais la reconquête du pouvoir en fait, comment faire? Et déjà, je te disais, identifier à quoi ça sert le pouvoir. C'est pour structurer un nous qui soit sécurisant, protecteur et qui permette l'émergence du jeu, de l'étincelle individuelle. Pour que l'étincelle individuelle, elle ne soit pas une paranoïa, un pervers narcissique qui sort tout seul, mais quelqu'un qui sert le groupe, qui met son talent au service du nous et de continuer à le mettre ensemble. Et comment savoir quels sont les pouvoirs? En fait, c'est la crise qui te le dit, c'est les crises. Le problème, c'est la solution en permaculture. Christiane Singer, elle dit du bon usage des crises, c'est tout un bouquin. Elle dit qu'il faut s'asseoir dans le désastre. Il faut s'asseoir et regarder qu'est-ce que c'est ce désastre dans lequel je suis assis, quoi. On a une crise sanitaire, on a une crise de la médecine, on a une crise de la science, on a une crise de la création du savoir, on a une crise de l'éducation, on a une crise sociale, on a une crise financière, on a une crise économique, on a une crise de l'activité professionnelle, du salariat, etc. On a une crise politique, on a une crise du sens global de ce qu'on vit, on a une crise environnementale. C'est tout ça les pouvoirs. Donc, par quoi tu peux commencer? Parce que souvent, les pouvoirs, on les réduit aux 5 pouvoirs, aux 4 pouvoirs, les médias, l'exécutif, etc. Ok, les médias, ça c'est intéressant parce que c'est ce que vous faites. C'est raconter une histoire qui donne envie d'y adhérer. En Afrique, il y a les griots. Les griots, ils racontent des histoires. Tu sais, ils passent de village en village. Mais c'est ça qui fait le lien entre tous, quoi. Et il y a même un phénomène particulier en Afrique, c'est ce qu'on appelle la rumeur. Et que des fois, ça court, comme un feu de prairie, quoi, une traînée de poudre. Et aujourd'hui, la capacité narrative, elle est complètement préemptée par un tout petit groupe d'individus qui eux-mêmes ne sont que des marionnettes au service d'autres pouvoirs au-dessus d'eux. Le pouvoir politique est préempté par un tout petit groupe de marionnettes qui jouent au théâtre. Quand ils mettent en scène leur élection, les primaires, etc., le gros brûlot qui est sorti par l'un, le gros dossier qui est sorti par l'autre, c'est de la mise en scène, c'est du théâtre, et c'est des mauvais acteurs. C'est du spectacle. C'est du spectacle, ça sert à rien, quoi. Donc ça veut dire que ce pouvoir-là, il est au service encore d'un autre pouvoir. Et si tu regardes en amont, c'est toujours le même pouvoir économique. Qui est ce rêve-là des gens qui veulent mettre en place leur système techno-industriel du monde algorithmique dont on parlait tout à l'heure. Qui sont quelques fous, ils ne sont même pas très nombreux en fait. Tous les autres sont pris dans la systématique. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble, moi ma voix en tout cas, c'est celle du non-agir. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a quelqu'un qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui a écrit La révolution d'un seul brin de paille en permaculture. Et il parle du non-agir.
Le non-agir, ça ne veut pas dire ne rien faire. Mhm. Ça veut dire déjà arrêter de faire ce qui détruit le nous. Arrêter de faire ce qui détruit le monde dans lequel on vit. Ça rejoint un peu l'idée du boycott. Mhm. Et du boycott dans la doctrine non violente de Gandhi. C'est déjà si j'arrête de faire certaines choses, est-ce que ça ne va pas enlever du pouvoir à ceux qui l'ont? Plutôt que de m'attaquer au pouvoir, est-ce que si je sape petit à petit tout ce qui fait qu'ils ont du pouvoir, est-ce que c'est pas ça? Si je jette mon téléphone portable, si j'arrête de regarder la télé, si j'arrête de lire, et que j'emmène des gens avec moi, c'est-à-dire que je raconte une autre histoire, Mhm. et qu'en même temps, parce que ça veut dire t'enlèves du pouvoir d'un côté, et de l'autre côté tu le reprends. Mhm. Et tu le reprends pas tout seul, parce que tout seul, si toi tu commences à raconter une histoire alternative sur le Covid, ce sera au mieux traité de complotiste ou de rassuriste. Si maintenant tu commences à te mettre en lien avec d'autres, dans une histoire qui est acceptable, entendable par l'autre, bah là tu peux d'un coup faire adhérer toute une partie des gens et voir si cette histoire elle peut bouger tous ensemble, la raconter encore un peu autrement et la raconter vers une porte de sortie désirable, quoi. Mhm. Donc voilà, et après on peut développer tout ça, mais c'est vraiment cette idée du non-agir, quoi. Aujourd'hui, tu n'achètes pas de téléphone portable, tu sors de ce système-là, tu recrées des liens autrement avec les gens, tu fais des circuits, tu vas pas au supermarché, tu te nourris par toi-même en replantant des trucs, puis tu crées un groupe de gens qui sont capables de planter, de faire pousser dans un jardin ouvrier ou dans un jardin familial à la sortie de la ville quelque chose, tu te remets en lien avec ceux qui savent faire, qui ont des savoirs ancestraux dans des circuits courts. Tu as un problème de monnaie, tu te fais rapiner par les banques à chaque fois, il faut que tu mettes la carte bleue, fais une monnaie locale en fait. Fais une monnaie locale et complémentaire, souscris à la June, travaille sur la monnaie. Tu as un problème, les financiers sont en train d'assécher, de racheter tout ton monde. Groupe-toi et rachète, fais comme GameStop. Va sur les marchés financiers, va sur le champ de bataille et gagne en te groupant. Et en fait, que ce soit dans le champ de bataille médiatique, dans le champ de bataille financier, dans le champ de bataille politique, tu te groupes, tu sais vers quoi tu vas et ça marche, quoi, en fait. Ça te donne une puissance d'action sur la matière qui est très importante. Et donc là, ce que j'entends dans ce que tu dis, effectivement, donc là j'ai bien compris effectivement le sens du non-agir. C'est très bien. Moi je fais moi-même, je suis un peu initié à la permaculture, donc je vois très bien de quoi tu parles. Et en même temps, c'est remettre le lien au cœur Ouais. de ce qu'on est et de nos interactions humaines. Et effectivement, ça je pense que c'est vraiment le truc fondamental. Parce que le confinement nous a cassé ces liens humains. Hein. Ouais. Quand on a un député, enfin je veux dire, c'est une honte absolue. Je crois que c'est un député d'ailleurs, mais peut-être que je me trompe, qui dit sur une chaîne de télé, et tout le monde trouve ça normal, pour Noël, on va couper la bûche en deux, papy, mamie iront manger dans la pièce d'à côté. Ouais. Là, ça veut vraiment dire qu'on est dans un délire collectif. Et ça, c'est normal, Mais- quoi. Bon. Enfin bon, simplement pour dire non, il faut rétablir ce lien. Il ne faut pas rompre les liens aussi, voilà, les liens de famille, entre les amis. Parce que c'est vrai que le Covid, ça a été le moment des ruptures de liens parce que on n'arrivait pas à se comprendre. Attends, j'ai l'impression que tu es dans la 6e dimension, là, tu me parles de port du masque, de je sais pas quoi. Et du coup, on n'arrivait plus à se comprendre. On a eu même l'impression quelque part que c'était comme s'il y avait eu un ensorcellement, comment on appelle ça, une magie noire, tu vois. Ce confinement et tous les débats que ça a occasionné sur les pour, les anti-masques, les pour, les anti-chloroquine et tous ces débats de famille houleux où c'est parti en live, etc. À travers la France. Alors que juste avant, on avait eu la séquence, tu vois, par exemple, Gilets jaunes, où il suffisait de mettre un gilet jaune sur son tableau de bord et puis on se reconnaissait. Dès qu'on voyait du jaune, ça donnait le sourire, on était content. Ah, t'es gilet jaune, ouais, super. Tu vois, ça mettait du lien, ça mettait du contact. Et d'un coup, un an plus tard, là on se retrouve à ne pas pouvoir parler aux gens avec cette barrière, ce masque, etc. Donc il faut aller au-delà. Il faut, même si c'est pas évident, et moi le premier, hein, parce que bon, je suis un peu taquin aussi, donc il faut réussir quand même à remettre de côté tout ça. C'est-à-dire, bon, en vérité, le masque, c'est pas si grave. Ce qui est important, c'est de maintenir le lien, maintenir le contact, la relation, pour pouvoir construire le monde de demain. Et puis voilà, le plus important, c'est quand même de continuer de se parler. De continuer de se parler, de dialoguer, même si on n'est pas d'accord, etc. C'est pas nos proches ou
nos voisins ou la personne qui est assise à côté de nous dans le métro qui est un ennemi. Ouais, bah, ce que tu dis là, ça me fait penser à la communication non violente, pour faire très simple pour les gens qui connaissent rien du tout. C'est l'idée que les discours sont un peu violents par nature, parce que justement il y a de l'incompréhension dans tous les sens. Il y a de l'incompréhension parce qu'on parle toujours un peu à côté du besoin fondamental. Et l'idée c'est de regarder les faits de manière assez brute, froide, sans émotion, puis de voir ces faits, qu'est-ce qui génère comme émotion en moi. Puis une fois que j'ai l'émotion, me dire mais pourquoi j'ai cette émotion-là, de quoi j'ai besoin en positif. Et les crises, elles font ce processus-là. C'est-à-dire que les crises empilées, successives, moi depuis que je suis né, on est en crise. J'ai 42 ans et depuis que je suis né, on est en crise. Et donc ça veut dire, ça dit quelque chose de notre système. Sauf que ça le dit toujours d'une manière, on ne comprend pas où on veut en venir. C'est quoi le problème vraiment? Et là, tu as toutes les crises qui sont là, et à la fin, on en vient à ce point clé là, et ça arrive un peu sur la deuxième partie, fin de notre entretien, sur le point clé du lien. Et tu dis, il faut remettre le lien au cœur, mais la crise a déjà mis le lien au cœur de la problématique. Elle te dit, c'est ça le problème. Regarde, quand on disloque le lien, dans la société, tout le monde va mal, tout le monde est malheureux, les enfants se suicident, les adolescents se suicident, les enfants sont tristes, ne veulent plus aller à l'école, les petits vieux se laissent mourir, acceptent n'importe quoi, d'être conduits à l'abattoir, de prendre n'importe quel traitement, n'importe comment. Voilà, on est dans une cacophonie et puis pendant ce temps, toute la journée, on te hurle des bêtises, comme si vous avez déjà vu les vidéos à Lhasa, des Chinois il y a les moines qui essayent de prier, puis tu as la propagande chinoise qui hurle dans leurs oreilles toute la journée. Bah là, on hurle toute la journée dans nos oreilles une propagande fausse pour nous empêcher de nous concentrer sur qu'est-ce qui est important, le lien. Mais le lien, il n'a jamais disparu. Aujourd'hui, les gens, pourquoi est-ce qu'ils portent le masque? Une immense majorité. Parce Ils ont peur de la répression. C'est parce qu'ils ont peur d'être tout seuls. Ils ont peur d'être éjectés. Parce que si tu enlèves le masque, tu te retrouves dans le champ des dangereux complotistes. Tu te retrouves dans le champ des dangereux anti-masques. Tu vas être éjecté de ton monde. Pourquoi est-ce que les professeurs de médecine maintiennent un discours qui est à l'évidence faux au niveau scientifique? Pour faire comme les autres, par conformisme, pour ne pas être éjecté de leur milieu social. Et en fait, tout le monde fait ça. Et tu te rends compte que ceux qui le font le plus, c'est ceux qui ont énormément à perdre à changer de système. C'est la bourgeoisie nantie des villes. Que celle-là, elle s'accroche dur comme fer au système, quoi. Et que par contre, ceux qui sont déjà marginaux, ceux qui sont déjà brutalisés par le système, eux, ils s'en foutent. Dans les quartiers nord, il n'y a pas de masque. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à faire. Ils n'y croient pas une seconde, quoi. Et ça nous dit quelque chose, quoi. C'est que le besoin des gens qui se cramponnent au masque, qui se cramponnent au vaccin, qui se cramponnent à toutes ces choses-là, qui sont des illusions. Il n'y a rien qui est une baguette magique. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, c'est pas ce que je veux dire, mais ce n'est pas des baguettes magiques, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de baguette magique. Et ben, en fait, c'est parce qu'ils veulent rester en lien. Et ça, c'est correct, quoi, si tu veux. On ne peut pas critiquer ça. Et si tu cherches à les détacher de ça, à aller leur dire non, bande d'abrutis, il faut sortir de ça, ils ne vont pas y arriver, quoi. Et donc si toi, gilet jaune, t'arrives et tu dis au pouvoir, mais sortez, vous faites n'importe quoi, vous êtes en train de tout casser, votre tyrannie là maltraite les gens, etc. Ils peuvent même pas comprendre, parce que ça veut dire que tu cherches à les sortir de leur monde. Et qu'en plus, quand tu les sors, ils sont comme en orbite autour de la Voie lactée, quoi. Tu vois, c'est le pire cauchemar des enfants quand ils regardent en tout cas moi petit, quand je regardais les films de spationautes, le mec il se retrouve avec son costume de spationaute et qui a perdu la navette, quoi. Et il se retrouve à voguer dans le vide intersidéral, dans le froid et la peur, pour tout le reste de sa vie, jusqu'à avoir plus d'oxygène, quoi, jusqu'à étouffer. Bah, en fait, c'est ça qu'on essaye de faire subir aux gens. Et donc, il faut comprendre que tu ne peux pas leur faire subir ça. Ou alors, il faut que si tu les as détachés de quelque chose, il faut les accueillir. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette idée de l'empathie, de dire on est en train de soigner en fait notre monde. Donc, je ne cherche pas à conquérir le pouvoir, je ne cherche pas à déstabiliser le pouvoir, je cherche à soigner le pouvoir. Et pour le soigner, il faut que tu sois bienveillant, parce que sinon, ça ne marche pas, quoi. Et c'est très profondément dans la relation qu'il y a de la thérapeutique. Ça, c'est un des grands impensés de notre médecine allopathique moderne, c'est qu'elle a complètement oublié que ce qui soigne, c'est l'autre, c'est les gens, c'est les personnes. C'est pas bien avant les médicaments, bien avant une opération. Et d'ailleurs, dès que tu vas pas bien, en fait, t'en parles à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on est des frères et sœurs humains dans un groupe social, qu'on est un animal social, un animal politique, et qu'on a besoin de ce lien-là, quoi. Et quand tu regardes toutes les religions, elles travaillent sur le lien, justement. En fait, ce qu'il y a entre deux. Donc,
pense qu'il faut admettre l'idée qu'il y a du... Parce que bon, tu vas me dire, c'est un peu angélique là, tout ça, ouais, ok, l'utopiste, on travaille sur le lien, etc. La réalité, c'est que tu as quand même des gens qui cherchent à nous écraser ou à écraser le discours de l'autre. Ouais, mais descends plus loin. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à écraser le discours? Souvent, tu en arrives à dire, un Fouché, ce qu'il dit, c'est dangereux. Mhm. Les gilets jaunes, ils sont dangereux. Mhm. Dangereux pourquoi? Parce qu'ils remettent en question une construction Ouais, mentale du exactement. monde. Et de la relation et de ce Ouais. qui nous tient ensemble, du tissu social, culturel qui nous tient ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut proposer autre chose, quoi. Et qui est Tout à fait. désirable. Or, il y a tout ce qu'il faut. Il y a déjà plein de choses qui sont déjà en place et hyper désirables. Et je vais basculer sur une question que je vais te poser là, qui rejoint un petit peu le sujet. Justement, construire quelque chose. Nous, au moment des Gilets jaunes, enfin, début du premier confinement, en tant que Gilets jaunes constituants, on était parti apporter une lettre de la Nation à Macron. 2 jours avant le déconfinement, on était encore confinés. Et c'était une lettre avec un protocole de déconfinement qui expliquait que voilà, il n'y avait pas ce choix, ce non-choix justement que tu avais dit, c'était soit la mort ou enfin, le Doliprane à la maison, soit le confinement, enfin des non-choix quoi, ou le vaccin. Il y avait aussi voilà, il y a des médecins de ville qui voulaient agir, qui voulaient traiter, qui proposaient des protocoles médicamenteux. euh, Divers et variés, il n'y avait pas que l'hydroxychloroquine d'ailleurs. Et ils ont été empêchés de traiter. Il y avait, on les a vus, hein, les mails de l'ordre des médecins qui disaient ne prescrivez pas avec voilà, un certain nombre d'alertes qui étaient données, des médecins qui ont été dénoncés. Et nous, on est venu, on a apporté un protocole de déconfinement en disant, Monsieur Macron, regardez, voilà, vous avez 6 étapes à suivre et c'est la sortie de crise qui va sauver tout le monde. Sauver, entre guillemets, dans le sens, on va retrouver un peu du sens, de la raison dans tout cela, et on va sortir un petit peu de cette hystérie, etc. Et dans le même temps, dans la continuité de ça, on était allé au ministère de la Santé, on a rencontré le docteur Emery qui était directeur de cabinet de Olivier Véran. On a eu une demi-heure d'entretien avec lui, 3 gilets jaunes qui peuvent en témoigner, dont je faisais partie, et qui nous a dit, oui, bah écoutez, l'hydroxychloroquine, on avait le sentiment qu'il allait avoir une pression sur les stocks, et donc on a souhaité protéger les stocks, parce que l'hydroxychloroquine était utilisée dans un certain nombre de traitements, notamment Les maladies chroniques de maladies inflammatoires. chroniques inflammatoires, voilà. Et du coup, donc, fallait protéger ces stocks. Alors déjà, la question, c'est comment vous savez qu'il allait avoir une pression sur les stocks? Vous saviez que plus ou moins l'hydroxychloroquine pouvait avoir un intérêt dans le cadre du Covid. Donc, il y a une intentionnalité là déjà. Il y a une certaine préméditation d'un certain nombre de mesures que vous avez mis en place. Et dans quel but? Et après, nous, on répond à cette question, on dit, nous, notre lecture des événements, c'est un petit peu, si vous avez eu cette intentionnalité, c'est une intention criminelle, parce que derrière, il y a un crime. Le confinement, si vous avez confiné les gens alors que vous saviez qu'il y avait des solutions alternatives, c'est un crime, parce que le confinement a tué beaucoup de gens. Donc qu'est-ce que tu peux penser de tout ça justement, et du fait que voilà. Ça me fait penser à la lettre d'Arnaud Lupinski aussi sur Ouais. la criminalisation de la politique sanitaire. Ouais. Comment dire? Je ne sais pas que je suis mal à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut entretenir un dialogue, mais au bout d'un moment, il faut comprendre que parfois il y a des gens qui ne veulent pas discuter. Ouais. Et quand quelqu'un ne veut pas discuter, comment réattraper la capacité de discussion? Pour moi, c'est le maintien d'un rapport de force, Mhm. c'est-à-dire de résister. Mhm. Et je peux donner plusieurs pistes, quoi. C'est l'idée que finalement la contrainte, ça pourrait presque être un jeu, quoi. Le prendre avec humour, avec une espèce de joie, de dire comment je peux être créatif là-dedans. Avec cette contrainte-là, comment je fais pour quand même traiter les gens en tant que médecin, alors même qu'il y a ci, ça qui se passe. Comment je fais pour avoir de l'hydroxychloroquine si je sais que c'est utile, alors même que peut-être c'est interdit par le pouvoir, mais ça c'est pas grave en fait. Moi, si je suis convaincu qu'en tant que médecin c'est utile, je m'arrangerai, quoi. Et il y en a qui l'ont fait. L'idée de reporter toujours la décision à la fin au président, c'est lui donner sa légitimité. C'est lui re-rendre dans la main le fait que c'est lui qui décide in fine. Il y a un moment, s'il met à mal ta survie, ce qui est le cas en l'occurrence, c'est plus à lui de décider en fait. Donc ça y est, c'est fini en fait, il n'y a plus de dialogue.
Là maintenant on fait autrement quoi. On va faire autrement. Et donc tu as plein d'idées. Je ne donne aucune idée à personne, mais l'hydroxychloroquine ça se trouve. Mhm. S'il y a des médecins qui veulent la distribuer, tu la distribues. Donc la notion de l'interdit, elle est toute relative, quoi, je veux dire. Elle doit amener à trouver d'autres chemins de traverse. Alors attention, parce que là on est en public, machin, si je commence à dire qu'il faut faire de la désobéissance civile, je vais tout de suite être inquiété et tout ça. Donc c'est pas mon propos. C'est de dire, soyez créatifs en fait, dans les chemins de traverse que vous pouvez emprunter. Oh. Et si vous faites des bêtises, faites-les bien. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des bêtises, ça veut dire, eu égard à ce qu'on considère être le pouvoir. Mhm. Mais ça veut dire, ça sert à rien d'aller jeter des briques tout seul contre le temple, contre le palais, quoi. Il faut être nombreux, groupés, surtout, est-ce que le le faire pouvoir raisonner, avoir uniquement un dans le pouvoir palais, médiatique devant, montrer que ça marche, Ouais. mettre en route une étude scientifique en même temps pour montrer que les gens sont dedans. Finalement, quand tu réfléchis, c'est ce qu'a fait Didier Raoult. Ouais. On a interdit de prescrire, mais lui, il a trouvé une façon de le donner quand même. Mhm. Parce qu'il a dit, j'inscris dans une étude scientifique. On ne veut pas soigner les gens en ville. Je fais un système de soins ambulatoires. Mhm. Et il a mis en route le système de soins ambulatoires, avec une consultation à l'IHU, puis après les gens au domicile. Donc il l'a fait quand même en fait. Et ça c'est hyper malin, hyper intelligent. Donc je pense qu'il y a un moment, tu prends le problème de manière précise et tu dis, la personne qui a généré le problème, c'est pas elle qui va le résoudre, quoi, on va dire. Ah mais là-dessus on est donc, entièrement d'accord. Ouais. On va maintenir le dialogue, mais en fait on va faire autrement. Et puis en même temps, si tu veux, l'idée de donner cette lettre, c'était de dire, nous, Gilets jaunes, qui sommes traités un petit peu d'irresponsables, etc., nous agissons dans le cadre républicain, de manière complètement responsable. On donne un protocole au gouvernement Emmanuel Macron. Voyez ce qu'il en a fait. Ouais. Donc quelque part, c'est de dire, c'est de légitimer après quelque part notre désobéissance et notre éventuelle entre guillemets sécession, parce que j'ai reçu aussi un invité qui lors de la dernière émission a parlé de ça, parlait de faire sécession vis-à-vis du pouvoir des grandes métropoles etc. Alors ça c'est encore un autre sujet. Si tu veux rebondir dessus tu peux, mais simplement pour dire, en tout cas, il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on se prenne en charge. En lien, collectivement, recréer ce nous pour être plus fort, pour résister et après pour proposer un contre-modèle. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Simplement, à mon avis, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Donc la lettre, bon, tu ne peux pas en espérer grand-chose. Par contre, tu peux la mettre dans une stratégie où tu dis, voilà, nous avons fait tout un certain nombre d'actes vis-à-vis du pouvoir légitime. À la fin, nous faisons une procédure pénale où nous montrons qu'à l'évidence, voilà. Et ça, c'est le point de vue juridique. Après, tu vas dire, mais ça, je vais le faire en même temps que raconter une histoire. Donc, il va y avoir des médias et tu fais venir plein de médias et tu fédères tous les youtubeurs, etc. Tu les mets ensemble pour donner à voir ce qui se passe. Donner à voir. Tu racontes à la sortie de l'entretien, voilà, on a dit ça, on nous a fouillé pour pas qu'on puisse être truc. Mais voilà ce qui s'est dit. Voilà ce qu'a dit le ministre. Et donc ça veut dire qu'il sait que l'hydroxychloroquine est utile. Et il le justifie sur des motifs comptables, le fait de ne pas le donner. Est-ce que ça vous semble acceptable, quoi? Est-ce que maintenant nous on se reprend en main pour dire ok, on peut avoir, comment on fait pour avoir de l'hydroxychloroquine? En fait, c'est mettre en résonance tous ces actes à tout point de vue. Comment on peut mettre en résonance tout ça? Et c'est sur la question des pouvoirs. C'est que je pense que si tu prends qu'un seul pouvoir à la fois, tu ne reprendras rien du tout, quoi. Il faut réussir à aller dans tous les champs du pouvoir. Et c'est la force des Gilets jaunes en étant suffisamment nombreux, suffisamment inventifs pour réussir à aller dans le champ financier, dans le champ sanitaire, dans le champ politique électoral, dans le champ politique local de la vraie vie de la cité. Voilà, dans un côté plus citoyen, à aller aider, donner des repas aux pauvres, aider les étudiants qui sont dans la détresse, des choses comme ça. Il n'y a pas une solution miracle, mais disons que plusieurs stratégies menées de parallèle et de front peuvent réussir à nous permettre de gagner. Et de fait mettre en place un système désirable. J'entends par là, toi j'avais pris l'exemple une fois dans une interview des restaurateurs. On me dit est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de réouvrir le 1er février? Je dis comme ça tout seul, je pense que ça sert à rien, quoi, en fait. Ils vont se faire laminer par le pouvoir, en fait. Ils vont se faire piétiner sous la botte, quoi. Ça va? C'est audible? Ouais. Donc, s'ils veulent le faire, il faut qu'ils le fassent intelligemment. Donc, ça veut dire que quand tu réouvres,
Tu réouvres dans un mode associatif peut-être. Il y a des gens qui avaient proposé ça, de ne plus être dans le mode restauration, pour ne pas être inquiété au même endroit au niveau juridique. C'est-à-dire que tu sais ce que tu risques au niveau des peines. Et donc tu vas avoir des avocats déjà, qui ont déjà préparé le dossier pour après. Tu sais ce que les gens qui viennent manger chez toi risquent en termes de peine. Donc tu as déjà des avocats, tu les as prévenus, et les gens qui viennent manger chez toi ce jour-là, ils sont d'accord. C'est des citoyens. On te met en balance le fait que tu mets en danger la vie d'autrui. Tu fais un menu bio, local, de saison, anti-Covid, riche en vitamine C, en vitamine D, en zinc, etc. Tu sais que tu vas être emboîté par les policiers. Tu fais une table pour les policiers, tu les invites, tu leur dis voilà, on sait que vous alliez venir. Asseyez-vous, mangez. On sait que vous avez envie de chasser les bandits. Nous, on a envie de travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mangez, allez chasser les bandits. Est-ce que vous voulez bien faire semblant qu'il ne se passe rien? Tu sais que ces gens-là, ils viennent d'autant plus impunément qu'ils n'ont pas à traverser la cité. Fais-leur traverser la cité. Comment? Devant le restaurant, tu as prévu une représentation théâtrale, des artistes, des mecs qui jouent de la musique. Les artistes sont en train de crever, quoi. On est en train de les laisser mourir en fait. Ils ont besoin de parler. Nous, on a besoin de beauté, on a besoin d'art. Ok, on les fait devant, il y a un concert. Et là, tu as invité une foule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les policiers vont déjà devoir franchir une foule, franchir ensuite des artistes. Mieux encore, tu as mis les médias, bim, France 3, France Truc, France Machin, tous les youtubeurs, bim, on est 70. Mieux encore, toute la rue fait pareil. Et c'est inarrêtable, en fait. À ce moment-là, c'est inarrêtable. Alors que si tu es le connard tout seul qui essaye d'ouvrir son resto, tu te feras défoncer, fermeture administrative, et puis après, tu vas aller te pendre. Et donc, j'en reviens à l'idée que c'est la mise en lien, quoi. C'est la mise en lien. Et la mise en résonance. Excellent, Louis. Tu veux apporter une petite phrase de conclusion à tout ce qui a été dit Moi j'ai une prescription, c'est toujours la même un peu, c'est pour faire un refrain quoi, qui revient. Prenez soin de vous d'abord, avant de vouloir prendre soin de l'autre, avant de vouloir le corriger, le changer, prendre déjà soin de soi. Quoi. Il y a de la beauté, de la nature. Voilà. Prenez soin des autres autour de vous, ceux que vous aimez d'abord, et puis ceux que vous n'aimez pas peut-être surtout, parce que c'est ceux-là en fait qui sont malades et qui ne vont pas bien. Prenez soin du monde autour de nous et inscrivez votre action là-dedans. Aujourd'hui, l'action techno-industrielle de ceux qui nous proposent cet avenir-là, elle est en train de détruire le monde dans lequel on vit. Donc c'est pas possible en fait. Et puis éteignez la télé, éteignez les téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez. Ne croyez pas à l'interprétation algorithmique du big data pour vous dire mieux que vous ce qu'est le monde. Aujourd'hui, on vous donne des courbes épidémiques pour vous expliquer le Covid. Sortez dans la rue, vous allez voir ce que c'est le Covid. Covid, c'est les gens qui se battent pour des histoires de masques, pour des histoires de 1,50 m de distanciation sociale. Ce n'est pas des tombereaux de morts avec des charrois remplis qui vont en centre-ville brûler des charniers parce que c'est la peste. C'est pas vrai. Et donc reprenez contact avec le réel. Quoi. Et le réel, c'est aussi la nature, voilà, la beauté, les arbres. Et déjà, ce sera un grand pas dans le non-agir et dans la transformation du monde. C'est déjà formidable. Et oui, parce que le soleil brille, les oiseaux chantent, il y a encore de la beauté dans ce monde, ne l'oubliez pas les amis, sortez pour en profiter. Voilà, et dans le non-agir, je dirais, ne vous confinez pas. Ça, c'est moi qui le dis. Très bien, merci Louis. Merci à toi pour cette émission. Dernière petite phrase, voilà, la crise est une chance en fait. Elle est là pour nous éviter le pire. D'accord. Donc il faut la saisir, parce que sinon elle reviendra. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais elle reviendra. Parce que c'est comme ça dans toute la vie, au niveau individuel comme au niveau sociétal. Au niveau individuel, tu as un problème avec ta copine, parce que tu prends toujours une fille trop jolie pour toi, elle va te piétiner le cœur à coups de talon aiguille, et tu vas te retrouver malheureux, et puis tu vas reprendre une autre trop jolie pour toi, et ça va toujours être pareil. Jusqu'à ce que tu comprennes que peut-être il te vaut mieux une boulotte sympa, qui t'aime, et avec qui vous pouvez grandir ensemble, et que c'est ça l'amour en fait. C'est ça, vivre ensemble. Et c'est pareil pour une société. La crise, elle vient, je te dis, depuis que je suis né, et même avant, en fait. C'est la crise de toute l'ère techno-industrielle, en fait. De cet humain en prédation sur le monde qui cherche à en faire un système automatique. Ça y est, on est au bout, on est à la résolution, quoi. On veut encore attendre 5 ans pour que ça revienne encore un coup plus fort. On veut attendre d'être dans une dictature technosanitaire où on est un numéro, et il faut qu'on présente notre passe pour avoir le droit d'aller chez le boucher. Non, on n'est pas obligé d'attendre ça. Peut-être qu'on peut réagir dès maintenant. Très bien. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Sur le champ, l'émission de la reprise du pouvoir. Adhérez au service public libre et participez-vous également à la reprise du pouvoir.